action allégorique. Les poètes n'en doivent faire usage qu'avec un grand discernement. On peut s'en servir avec succès dans les fables et dans plusieurs autres ouvrages qui sont destinés pour instruire l'esprit en le divertissant et dans lesquels le poète parle en son nom et peut faire lui-même l'application des leçons qu'il prétend nous donner. C'est à l'aide des actions allégoriques que plusieurs poètes nous ont dit avec agrément des vérités qui n'auraient pu nous exposer sans le secours de cette fiction. Les conversations que les fables supposent entre les animaux sont des actions allégoriques et les fables sont un des plus aimables genres de la poésie. Je ne crois point qu'une action allégorique soit un sujet propre pour les poèmes dramatiques, dont le but est de nous toucher par l'imitation des passions humaines. Comme l'auteur ne nous parle point directement dans ces sortes de poèmes, et qu'ainsi il ne saurait nous expliquer lui-même ce qu'il veut dire par son allégorie, il nous exposerait souvent à la lire, sans que nous puissions comprendre son idée. Il faut avoir trop d'esprit pour démêler toujours avec justesse l'application que nous devons faire d'une allégorie. Je crois donc qu'il en faut abandonner l'usage aux poètes qui racontent qu'elle ne doit point être employée par les poètes dramatiques. D'ailleurs, il est impossible qu'une pièce dont le sujet est une action allégorique nous intéresse beaucoup, celle que des écrivains à qui personne ne refuse de l'esprit ont hasardé en ce genre-là n'ont pas autant réussi que celles où ils avaient bien voulu être moins ingénieux et traiter un sujet historiquement. Le brillant qui naît d'une action métaphorique, les pensées délicates qu'elle suggère et les tours fins avec lesquels on applique son allégorie aux folies des hommes, en un mot, toutes les grâces qu'un bel esprit peut tirer d'une pareille fiction ne sont point en leur place sur le théâtre. Le piédestal n'est point fait pour la statue. Notre cœur exige de la vérité dans la fiction même. Et quand on lui présente une action allégorique, il peut se résoudre, pour parler ainsi, à entrer dans les sentiments de ces personnages chimériques. Il les regarde comme des symboles et des énigmes sous lesquels sont enveloppés des préceptes de morale et des traits de sature qui sont du ressort de l'esprit. Or, une pièce de théâtre qui ne parle qu'à l'esprit ne saurait nous tenir attentifs pendant toute sa durée. C'est donc principalement aux poètes dramatiques qu'on peut dire avec Lactance « Apprenez que la licence poétique a ses bornes et au-delà desquelles il n'est point permis de porter la fiction ». C'est à bien représenter ce qui a pu véritablement arriver et à l'orner par des images nettes et élégantes que consiste l'art du poète. Mais inventer une action chimérique et créer des personnages du même genre que l'action, c'est être imposteur plutôt que poète. Les gens ignorent quelle est la limite de la licence politique et jusqu'à quel point il est permis d'aller dans la fiction alors que la tâche du poète consiste à représenter ce qui a pu véritablement se produire, arrangé sous d'autres traits à l'aide d'images annexes qui aient quelques élégances. Mais inventer sous tout ce que l'on raconte, c'est être déraisonnable et menteur plutôt que poète. Je n'ignore pas que les personnages de plusieurs comédies d'Aristophane, ceux des oiseaux et des chœurs des nuées, par exemple, ne soient allégoriques. Mais on devine aisément les raisons qu'Aristophane avait de traiter ainsi des sujets. Ces sujets, quand on sait que ce poète voulait jouer dans Athènes les hommes les plus considérables de la République et principalement ceux qui venaient d'avoir la plus grande part à la guerre du Péloponnèse. Les savants sont tous convaincus que ce poète fait souvent allusion dans ses comédies à différents événements arrivés dans cette guerre ou à des aventures dont elle avait été l'occasion. Aristophane, qui voulait attaquer des gens plus à craindre que Socrate, ne pouvait pas donc trop masquer ses personnages, ni trop déguiser ses sujets. Ainsi, une action et des personnages allégoriques étaient plus propres à son dessin que des personnages et une action à l'ordinaire. D'ailleurs, ces trois dernières comédies, du moins suivant l'ordre où elles sont arrangées, ont pour sujet une action humaine et vraisemblable. Les Français se sont mépris, comme les autres, sur la nature du drame, lorsqu'ils ont commencé à faire des pièces dramatiques qui méritassent d'avoir un nom. Ils crurent alors que des actions allégoriques pouvaient être des sujets de comédie. Nous avons encore une pièce qui fut représentée aux noces de Philibert Emmanuel, duc de Savoie, et de la sœur de notre roi Henri II, dont l'action est purement allégorique.
Paris y paraissait comme le père de trois filles. Paris y paraissait comme le père de trois filles qu'il voulait marier, et ces trois filles étaient les trois principaux quartiers de la ville de Paris. L'université, la ville proprement dite et la cité que le poète avait personnifiée. Paris, pas Paris, Paris, pas de circonflexe sur le. Mais où la raison ou l'instinct nous ont fait quitter ce goût très propre, faire composer de mauvaises pièces par de bons auteurs, et les poètes qui, depuis quelques années, ont voulu le renouveler, n'y ont pas réussi. Les actions allégoriques ne conviennent qu'au prologue des opéras destinés pour servir d'une espèce de préface à la tragédie, et pour enseigner l'application de sa morale. Quinault a montré comment il y fallait traiter ces actions allégoriques et les allusions qu'on y pouvait faire à des événements récents dans les temps où les prologues sont représentés. Que les sujets ne sont pas épuisés pour les peintres, exemple tiré des tableaux du crucifiement. On plaint quelquefois les peintres et les poètes qui travaillent aujourd'hui de ce que leurs prédécesseurs leur ont enlevé tous les sujets. Ces artisans s'en plaignent souvent eux-mêmes, mais je crois que c'est à tort. Un peu de réflexion fera connaître que les artisans qui travaillent présentement ne doivent point être reçus à s'excuser sur la disette des sujets, quand on leur reproche quelquefois que leurs nouveaux ouvrages ne sont point nouveaux. La nature est si variée qu'elle fournit toujours des sujets neufs à ceux qui ont du génie. Un homme né avec du génie voit la nature que son art imite avec d'autres yeux que les personnes qui n'ont pas de génie. Il découvre une différence infinie entre des objets qui, aux yeux des autres hommes, paraissent les mêmes, et il sait si bien sentir cette différence dans son imitation que le sujet le plus rebattu devient un sujet neuf sous sa plume ou sous son pinceau. Il est pour un grand peintre une infinité de joies et de douleurs différentes, qu'il sait varier encore par les âges, par les tempéraments, par les caractères des nations et des particuliers, par mille autres moyens. Comme un tableau ne représente qu'un instant, qu'une action, un peintre né avec du génie choisit l'instant que les autres n'ont pas encore saisi, ou s'il prend le même instant, il l'enrichit de circonstances tirées de son imagination qui font paraître l'action un sujet neuf. Or, c'est l'invention de ces circonstances qui constitue le poète en peinture. Combien a-t-on fait de crucifiements depuis qu'il est des peintres? Cependant, les artisans doués de génie n'ont pas trouvé que ce sujet fût épuisé parmi le tableau déjà fait. Ils ont dû l'orner par des traits de poésie nouveaux, et qui paraissent néanmoins tellement propres au sujet qu'on est surpris que le premier peintre qui a médité sur la composition d'un crucifiement ne soit pas saisi de ces idées. Tel est le tableau de Rubens qu'on voit au maître-autel des Récollets d'Anvers. Jésus-Christ paraît mort entre les deux larrons qui sont encore vivants. Le bon larron regarde le ciel avec une confiance fondée sur les paroles de Jésus-Christ et qui se fait remarquer à travers les douleurs du supplice. Rubens, sans mettre les diables à côté de son mauvais larron, comme l'avaient pratiqué plusieurs de ses devanciers, n'a pas laissé d'en faire un objet d'horreur. Il s'est servi pour cela de la circonstance du supplice de se réprouver qu'on lit dans l'Évangile, que pour hâter sa mort, on lui cassa les os. On voit par la meurtrissure de la jambe de ce malheureux qu'un bourreau l'a déjà frappé d'une barre de fer qu'il tient à la main. L'impression d'un grand coup nous oblige à nous ramasser le corps par un mouvement violent et naturel. Le mauvais larron s'est donc soulevé sous son gibet, et dans cet effort que la douleur lui a fait faire, il vient d'arracher la jambe qui a reçu le coup, en forçant la tête du clou qui tenait le pied attaché au poteau funeste. La tête du clou est même chargée des dépouilles hideuses qu'elle a emportées en déchirant les chairs du pied à travers lesquelles elle a passé. Rubens, qui savait si bien en imposer à l'œil par la magie de son clair-obscur, fait paraître le corps du larron sortant du coin du tableau dans cet effort, et ce corps est encore la chair la plus vraie qu'ait peint ce grand coloriste. On voit de profil la tête du supplicié et sa bouche, dont cette situation fait encore mieux remarquer l'ouverture énorme, ses yeux dont la prunelle est renversée, et dont on n'aperçoit que le blanc sillonné de veines rougeâtres étendues. Enfin, l'action violente de tous les muscles de son visage fait presque ouïr les cris horribles qu'il jette. On découvre derrière la croix des spectateurs qui la font avancer et qui semblent tellement enfoncés dans le tableau qu'à peine ose-t-on croire que toutes ces figures soient placées sur une même superficie. Depuis Rubens jusqu'à Coypel,
Le sujet du crucifiement a été traité plusieurs fois, cependant, ce dernier peintre a rendu sa composition nouvelle. Son tableau représente le moment où la nature s'émut d'horreur à la mort de Jésus-Christ, le moment où le soleil s'éclipsa sans l'interposition de la lune et où les morts sortirent de leur sépulcre. Dans l'un des côtés du tableau, l'on voit des hommes saisis d'une peur mêlée d'étonnement à l'aspect du désordre nouveau où paraît le ciel sur lequel leurs regards sont attachés. Leur épouvante fait un contraste avec une crainte mêlée d'horreur dont sont frappés d'autres spectateurs, au milieu desquels un mort sort tout à coup de son tombeau. Cette pensée très convenable à la situation des personnages et qui montre des accidents différents de la même passion va jusqu'au sublime. Mais elle paraît si naturelle en même temps que chacun s'imagine qu'il aurait trouvé s'il eût traité le même sujet. La Bible, qui est celui de tous les livres qu'on lit le plus, ne nous apprend-elle pas que la nature s'émut d'horreur à la mort de Jésus-Christ et que les morts sortirent de leur tombeau? Comment, dirions-nous, a-t-on pu faire un seul tableau du crucifixion sans y employer ces accidents terribles et capables de produire un si grand effet? Cependant, le Poussin introduit dans son tableau du crucifixion un mort sortant du sépulcre, sans tirer de l'apparition de ce mort le trait de poésie que Coypel en a tiré. Mais c'est le caractère propre de ces inventions sublimes que le génie seul fait trouver, que de paraître tellement lié avec le sujet qu'il semble qu'il allait dû être les premières idées qui se soient présentées aux artisans qui ont traité ce sujet. On sut vraiment, dit Horace, quand on veut trouver des inventions du même genre, sans avoir un génie pareil à celui du poète dont on veut imiter le naturel et la simplicité, de telle sorte que quiconque espérait faire de même devrait beaucoup suer et s'évertuer en vain après avoir osé se risquer dans la même entreprise. Le génie de La Fontaine lui fait rencontrer dans la composition de ses fables une infinité de traits qui paraissent si naïfs et tellement propres à son sujet que le premier mouvement du lecteur est de croire qu'il les eût trouvés aussi bien que lui s'il avait eu à mettre en vers le même apologue. Cette pensée a fait venir depuis longtemps à quelques poètes le dessein d'imiter La Fontaine, mais il s'en faut beaucoup qu'en l'imitant, ils aient fait comme lui. Que les sujets ne sont pas épuisés pour les poètes, qu'on peut encore trouver de nouveaux caractères dans la comédie. Ce que nous venons de dire de la peinture se peut dire aussi de la poésie. Non seulement un poète né avec du génie ne dira jamais qu'il ne saurait trouver de nouveaux sujets, mais j'ose même avancer qu'il ne trouvera jamais aucun sujet épuisé. La pénétration, compagne inséparable du génie, lui fait découvrir des faces nouvelles dans les sujets qu'on croit vulgairement les plus usés, car le génie conduit chaque mortel dans ses travaux par une route particulière, comme je l'exposerai dans la seconde partie de cet ouvrage. Aussi, les poètes, guidés chacun par un génie particulier, se rencontrent si rarement qu'on peut dire que, généralement parlant, ils ne se rencontrent jamais. Quand Corneille et Racine ont traité le même sujet, et quand ils ont fait chacun une tragédie de Bérénice, ils ne se sont pas rencontrés. Rien n'est si différent du plan et du caractère de la tragédie de Corneille que le plan et le caractère de la tragédie de Racine. Les comédies que Molière composa quand il eut atteint la période de ses forces ne ressemblent aux comédies de Terence que parce que les unes et les autres sont des pièces excellentes. Leur genre de beauté est bien différent. Les artisans, nés avec du génie, ne prennent point pour modèle les ouvrages de leurs devanciers, mais la nature même, et la nature est encore plus féconde, en sujets différents que le génie des artisans n'est varié. D'ailleurs, tous les sujets ne sont point à la portée des yeux d'un seul homme. Il ne découvre que ceux qui sont convenables à son talent et auxquels il se sent propre particulièrement. Comme son génie ne lui fournit pas d'idées frappantes sur les autres sujets, ils lui paraissent ingrats. Il ne les regarde point comme des sujets propres à réussir. Un autre poète les trouve des sujets heureux parce que son génie est d'un caractère différent du génie de l'autre. C'est ainsi que Corneille et Racine ont découvert les sujets convenables à leur talent et qui les ont traités chacun suivant son caractère. Un poète tragique qui aurait autant de génie qu'eux trouverait des sujets qui leur auront échappé et il traiterait les sujets qu'il mettrait au théâtre dans un goût aussi différent du goût de Corneille que le goût de Racine et aussi éloigné du goût de Racine que le goût de Corneille.
Comme le dit Cicéron en parlant de quelques poètes dramatiques illustres dans la Grèce et à Rome, c'est sans se ressembler qu'ils ont réussi également. C'est ce qu'on peut constater d'abord chez les poètes qui ont tant d'affinité avec les orateurs. Quelle différence entre eux offrent Ennius, Pacunius, Accius et chez les Grecs, Eschyle, Sophocle, Euripide. Malgré la différence de leur manière, ne les place-t-on pas presque au même rang de gloire? Les sujets qui sont encore intacts nous échappent et nous lisons plusieurs fois l'histoire qui les raconte, sans les remarquer parce que le génie n'ouvre pas nos yeux, mais ces sujets frapperaient d'abord le poète qui aurait un génie propre à les traiter. Voilà pourquoi le sujet d'Andromaque, qui n'avait point frappé Corneille, frappa Racine dès qu'il commença d'être un grand poète. Le sujet d'Iphigénie en Tauride, qui n'a point frappé Racine, frappera de même un jeune auteur. On peut dire des sujets de tragédie ce que l'Ésope latin dit des fables. La matière abonde en si grande quantité que c'est l'artisan qui manque à l'ouvrage, et non pas l'ouvrage à l'artisan. Il est vrai, me dira-t-on, que les sujets ne sauraient manquer aux poètes tragiques, qui peuvent faire entrer dans une action des personnages auxquels ils donnent des caractères faits à plaisir et qui peuvent encore orner leurs fables par des incidents extraordinaires inventés à leur gré. Il suffit aux poètes tragiques de faire de belles têtes et ils peuvent, pour les rendre plus admirables, s'écarter à un certain point des proportions que la nature observe ordinairement. Mais il faut que le poète comique fasse des portraits où nous reconnaissons les hommes avec qui nous vivons. Nous nous moquons des caractères qu'il donne à ces personnages, si nous ne reconnaissons pas ces caractères pour être dans la nature. Et Molière et quelques-uns de ses successeurs se sont saisis de tous les caractères vrais et naturels. Le poète tragique peut bien inventer de nouveaux caractères, mais le poète comique ne peut que copier le caractère des hommes. Les sujets de comédie sont épuisés. Je réponds que Molière et ses imitateurs n'ont pas mis sur la scène la quatrième partie des caractères propres à faire le sujet d'une comédie. Il en est de l'esprit et du caractère des hommes, à peu près comme de leur visage. Le visage des hommes est toujours composé des mêmes parties, de 2 yeux, d'une bouche, etc. Cependant, tous les visages sont différents, parce qu'ils sont composés différemment. Or, les caractères de l'homme, des hommes sont non seulement composés différemment, mais ce ne sont pas toujours les mêmes parties, je veux dire les mêmes vices, les mêmes vertus et les mêmes projets qui entrent dans la composition de leur caractère. Ainsi, les caractères des hommes doivent être encore plus variés, plus différents que les visages des hommes.